à remercier le CRMR et en particulier Madame Véronique Landry, sa directrice. Merci à tous d'être là ce matin. J'ai donné cette présentation il y a environ un mois au Symposium canadien de catalyse. Et donc, il va y avoir peut-être du jargon de spécialistes de catalyseurs. Et donc, si dans la salle, quelqu'un a un problème quelconque de comprendre ce que je dis, ça sera de ma faute. Et il faudra m'arrêter et me poser la question. So, for those of you who are not fluent in French, don't worry too much because my presentation is written in English. So all the slides are in English. If at any point you have difficulty understanding whatever, you stop me and I'll ask me. Okay? Bon, alors, je ne sais pas si tout le monde... Oui, on entend plus fort ou est-ce que je monte le son? Donc, vous avez à l'écran, où est-ce que ça se passe? Ici. Est-ce que ça fonctionne? Vous avez... C'est bon, ça devrait fonctionner. OK. Et l'autre écran ne fonctionne pas? Oui, il va se réactiver dans 2 secondes. Il va se réactiver, d'accord. Donc, vous avez à l'écran le titre de ma présentation. On va parler de monomère vert. J'ai choisi de commencer cette présentation en vous montrant ce transparent que j'ai pris sur le site de... ça fonctionne, ça? Sur le site de l'Institut Nova, c'est un institut allemand, très, très intéressant. Et j'aime bien cette image parce qu'elle montre une vision idéale de ce que va devoir être la technologie et en particulier l'industrie chimique dans l'avenir. Donc, cette image nous dit que en parallèle avec, ça marche pas très bien ça, en parallèle avec tout ce qui est énergie renouvelable, dont beaucoup d'entre vous se préoccupaient, il faut aussi considérer le carbone renouvelable. Et ce carbone-là, il y a 3 sources envisageables. Vous avez le CO2, qui devient important parce que aujourd'hui, les technologies de séparation du CO2 commencent à être proches de l'exploitation à grande échelle. Et vous avez peut-être déjà entendu parler d'une compagnie qui s'appelle Svante, qui est dirigée par un ancien de notre département et qui est en train de monter une usine de 500 millions de dollars pour juste la capture du CO2. Alors, évidemment, la biomasse qui vous préoccupe ici au centre. Et l'autre composante, c'est le recyclage, le carbone recyclé. Donc, l'ensemble de tout ça, ça ne marche pas très bien ça. L'ensemble de tout ça, ça donne le carbone qui va être disponible pour faire ce que j'ai appelé des monomères verts. Alors, ici, j'ai mis sur ce transparent une liste des principaux plastiques et principaux en termes de tonnage, en termes de masse. Donc, vous avez évidemment polypropylène, polyéthylène, chlorure de polyvinyle et puis polyuréthane, polyéthylène terephthalate et polystyrène. Avec ça, vous avez la grosse majorité des polymères produits. Et il faut regarder le chiffre que j'ai donné ici, là. 360 millions de tonnes en 2018. Aujourd'hui, c'est plus proche de 400 millions de tonnes. Donc, vous allez me dire, c'est un nombre considérable. On va faire beaucoup d'économies de CO2 en utilisant du carbone renouvelable pour faire ça. En réalité, avec 400 mégatonnes, la quantité de CO2 correspondante, c'est grosso modo, ordre de grandeur, 1000 mégatonnes. Alors, ce chiffre de 1000 mégatonnes, il faut le comparer avec le chiffre de
40 000 mégatonnes, qui est la quantité de CO2 qui est générée par les activités humaines et émis à l'atmosphère. 40 000 mégatonnes par année. Donc, l'économie qu'on va faire ensemble, en modifiant l'industrie chimique pour arriver à avoir ces polymères-là ou des substituts de ces polymères-là verts, eh bien, on va au maximum économiser 2,5 à 3% de ce qu'il faut faire pour éliminer toutes les émissions de carbone. Donc, ce ne sont pas des chiffres impressionnants, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Et cette transformation-là va devoir se faire. Une autre chose importante que je veux dire à propos de ces chiffres-là, c'est que si vous regardez la production actuelle de tout, je n'en vois rien du tout avec ça. Dommage. La production actuelle de chacun de ces polymères-là, vous allez vous apercevoir que pour les fabriquer, vous êtes obligé non seulement de séparer un monomère, mais de le purifier. On ne fait pas de polyéthylène commercial avec un polymère qui ne serait pas excessivement pur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la même chose va se passer quand on va pouvoir utiliser des polymères verts. On va avoir les mêmes contraintes. Les industries qui vont avoir à utiliser ça vont avoir les mêmes contraintes, à savoir qu'il va falloir produire des monomères verts. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, j'ai fait un classement des sources possibles de carbone vert. Alors, évidemment, c'est un classement personnel. Il y a d'autres façons de présenter les monomères verts. Moi, je vais vous les présenter en regardant quelles sont les sources possibles de carbone. Alors, on a déjà de carbone renouvelable, bien sûr. Donc, on a déjà ici mentionné le CO2. On va parler de l'éthanol. Et le chapitre suivant, ça va être les terpènes. Ensuite, on parlera de triglycérides et un peu, parce que je n'aurai pas vraiment beaucoup de temps, de lignine, de sucre et de PHA, ce sont les polyhydroxyalcanoates. Ce sont des matériaux qui sont générés par des micro-organismes, mais de façon intracellulaire. Alors, on va parler de tout ça. Évidemment, je ne vais pas faire une couverture exhaustive de tout ça. On serait là jusqu'à demain matin. Et encore, on n'aurait pas épuisé le sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans chacune de ces sources-là, je vais vous montrer une image d'ensemble de ce que sont les réactions possibles. Et ensuite, je vous donnerai un exemple soit de quelque chose qui se fait déjà ou de quelque chose qui est très envisageable. Alors, en premier, on va parler de CO2. Il y a déjà une activité très, très importante ces jours-ci sur les réactions d'hydrogénation du CO2. L'hydrogène, en fait, c'est aussi un composé chimique qui va permettre de monter l'énergie du système. Et donc, beaucoup de gens s'intéressent à l'hydrogénation du CO2. Alors, et il y a plusieurs procédés. Le procédé le plus commun envisagé, c'est la production du méthanol. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir pointer comme il faut ça. Donc, on parle juste de ça. Ça, c'est un procédé qui est important parce que à partir du méthanol, vous avez différents procédés possibles. Vous pouvez arrêter, poursuivre la réaction, puis déshydrater pour faire le diméthyléther. Vous pouvez aussi, et ça c'est le procédé mobile méthanol to gasoline, le MTG, là. Vous pouvez aussi soit vous arrêter à faire des petits oléfines, donc justement ce qu'il faut pour les polymères les plus importants, les polyoléfines. Et c'est un grand classique maintenant depuis 30 ans, peut-être plus, un procédé pour faire
de l'essence à partir du méthanol. Alors maintenant, dans l'activité récente, les gens vont un peu plus loin et fabriquent, isolent à partir de l'essence, isolent les petits aromatiques. Alors, à nouveau, ça me dérange de ne pas être capable de vous montrer comme il faut. Les BTX, bien sûr, benzène, toluène, xylène. Ce sont les petits aromatiques qui sont d'une importance capitale pour toute une série de productions, par exemple le paraxylène, le monostyrène, etc. Et alors, ce qui m'intéresse de discuter, il y a plusieurs procédés, hein, et je vais y revenir, mais ce qui m'intéresse de discuter, c'est la voie qu'on vient de voir, qui permettrait, à partir du CO2, d'arriver jusqu'aux aromatiques. Alors, j'ai un projet en préparation là-dessus. Mais il y a une deuxième voie qui est, vous voyez ici ce que j'ai indiqué comme RWGS, c'est le water gas shift inversé, le reverse water gas shift. C'est-à-dire que le water gas shift, c'est la réaction par laquelle vous prenez CO, vapeur d'eau, et vous faites CO2 hydrogène. Donc, ici, vous avez CO2 hydrogène, vous pouvez refaire du CO. Et donc, ce CO-là peut être employé pour faire quelque chose qui est très classique depuis les années 30 même, qui est la technologie du Fischer-Tropsch, qui permet de faire aussi des carburants à partir du CO2. Et ce qui m'intéresse de discuter en particulier, c'est qu'il y a aussi dans cette direction-là la possibilité de faire de façon sélective les petits aromatiques en question. Donc, vous avez deux voies en même temps, puis du point de vue de la catalyse, hein, là, je m'adresse à ceux d'entre vous qui font de la catalyse. Du point de vue de la catalyse, c'est très intéressant de voir comment les deux voies de production possible de BTX à partir du CO2 découlent d'une évolution continue d'un certain nombre de catalyseurs. Donc, dans ce cas-là, le premier catalyseur, c'est le catalyseur de synthèse de méthanol. Ça, c'est un grand classique. Au Canada, on a d'énormes usines de production de méthanol, en général à partir du CO. La production à partir de CO2, c'est pratiquement les mêmes catalyseurs. C'est un peu plus compliqué du point de vue du procédé. Mais sinon, du point de vue du catalyseur, on parle d'ici de quelque chose d'extrêmement classique, et ici aussi, parce que le reverse water gas shift s'est employé très, très régulièrement dans l'industrie. Donc, on parle de choses qui sont extrêmement classiques. On utilise des procédés qui ont été développés relativement récemment. Quand on parle du MTG, on parle de développements qui se sont faits dans les années, on va dire, 70. Et la modification aussi du Fischer-Tropsch, aussi, ce sont des procédés qui se sont étudiés de façon continue. Et aujourd'hui, arriver à faire des petits aromatiques par l'une ou l'autre de ces voies-là, dans chacun des cas, on arrive à une amélioration progressive de la technologie. Autrement dit, ce que j'essaye de démontrer ici, c'est que l'innovation, c'est pas quelque chose que quelqu'un découvre dans sa douche le matin en se frottant en se lavant les cheveux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut être lui, mais pour que dans sa douche, il pense à ça, il faut qu'il ait tout un background de développement de catalyseur. L'innovation, c'est le résultat d'une évolution continue, au moins dans ce domaine-là. Donc, c'est très important de comprendre ça pour les gens de catalyse, parce que dans les deux cas, vous aurez remarqué qu'à chaque fois, ici, le catalyseur qui est étudié, ou les séries de catalyseurs qui sont étudiés, utilisent non seulement HZSM5, c'est une zéolite particulière, je n'ai pas le temps d'expliquer le détail de ses particularités, mais c'est une zéolite très remarquable. Et dans les deux cas,
le développement utilise une variété de 7 zéolithes particulières. Les zéolithes, il y en a 150. Seulement celle-là est utilisée dans les deux cas et qui est utilisée sous sa forme mésoporeuse, c'est-à-dire que les zéolithes, normalement, c'est microcristallin et microporeux, mais là, on va un peu plus loin dans la synthèse de la zéolite en faisant un matériau non seulement microporeux, mais aussi mésoporeux. Donc ça, c'est des développements qui se sont faits très, très récemment. C'est des activités des années 2000-2010. Et voilà que en combinant cette zéolite-là avec des choses déjà connues, on débouche dans les deux cas sur quelque chose qui risque d'être extrêmement important, c'est-à-dire la production de petits aromatiques à partir du CO2. Alors, je n'insiste pas, mais une autre série de réactions possibles avec le CO2. Alors, j'ai oublié de mentionner quelque chose que j'aurais dû mentionner, qui est très, très intéressant et dont on va reparler tout à l'heure. Bon, déjà, en électrocatalyse, ce n'est pas mon domaine, mais je sais qu'il y a une grosse activité, et en particulier au Canada, en électrocatalyse pour fabriquer des C2, donc l'éthylène et l'éthanol. Mais en même temps, et ça, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, il y a un procédé remarquable de fermentation en phase gazeuse qui s'est développé, mais alors là, on parle de choses, les premiers travaux, c'est le début des années 2000, 2010. Donc, c'est quelque chose d'assez remarquable qui permet, en fait, d'envisager de faire de l'éthanol à partir du CO2 directement par fermentation. Alors, je passe à mon autre série de réactions du CO2. Alors déjà, il y a plusieurs réactions qui sont utilisées à grande échelle. Alors, je commence par vous montrer, ça ici, c'est l'acide salicylique, c'est obtenu par réaction du phénol, et c'est comme ça qu'on fait l'aspirine. On commence par faire cette étape-là. L'autre chose, c'est ici, la réaction avec l'ammoniac pour faire l'urée. Alors, l'urée, c'est 150 mégatonnes par année, c'est pour tous les engrais azotés. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent déjà industriellement. Il y a plusieurs autres réactions. Je vais passer rapidement sur les réactions qu'utilise ici le CH4 ou le carbone. Ce sont des choses qui sont étudiées aussi couramment. Mais ce que je veux montrer maintenant, c'est la série des réactions, parce que c'est des réactions qui sont ici dans ce cercle-là. Ici, vous avez la réaction principale, c'est la réaction de formation des cyclocarbonates. Alors, on a plusieurs projets dans notre groupe où on développe des catalyseurs et on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs centaines de catalyseurs par année qui se produisent actuellement sur cette réaction-là, la réaction du CO2 avec, par exemple, ici j'ai montré l'oxyde d'éthylène. Très peu des catalyseurs qui sont produits au rythme que je viens de dire là sont utilisables industriellement pour toutes sortes de raisons, parce que les gens très rarement se préoccupent de la possibilité d'appliquer le catalyseur. Et c'est fondamental. Donc, alors, ce que je veux montrer ici, c'est que non seulement il y a l'insertion possible du CO2 dans le cycle d'un époxyde, mais aussi vous avez ce genre de composé-là. Ça s'appelle une aziridine. Et vous pouvez insérer le CO2, c'est le même genre de réaction qu'avec le cyclocarbonate. Alors, ce qui s'est fait déjà au laboratoire, beaucoup, c'est de faire la réaction directe de polymérisation. Parce que ces deux composés-là, le cyclo et le cycloaziridine, là, lui, il est intéressant comme monomère. Ici, si je polymérise cette molécule-là, je vais directement faire un polyuréthane. Donc,
conceptuellement, ça serait très, très intéressant. Dans les faits, comme je vais vous montrer tout à l'heure, ça exige des pressions beaucoup trop élevées. Mais ce que je veux montrer ici, c'est que dans les deux cas, que ce soit avec l'époxyde ou avec l'aziridine, il y a une possibilité de faire la polymérisation directe. C'est une mauvaise chose, comme je vais vous montrer, mais tout de suite. Mais avant ça, je vais compléter j'aurais bien aimé pouvoir montrer comme il faut. Ici, cette réaction-là, à mon avis, est aussi importante, pas très compliquée à faire. C'est une réaction avec le butadiène qui donne cette lactone-là. Et cette lactone-là, vous avez cette double liaison-là qui peut être utilisée pour faire de la polymérisation radicalaire. Et donc, vous pouvez faire une polyvinyl lactone, si vous voulez. Donc, ça serait très, très intéressant. Ça n'est pas utilisé commercialement. Donc, maintenant, sur la question de la polymérisation directe, pardon, qu'est-ce qui se passe? Il me manque un transparence. Quelque chose qui ne va pas là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Attendez, je vais aller vérifier. OK, donc, peu importe. Et ce qui est important de voir, c'est que quand on fait la polymérisation directe, on peut faire, il faut donc admettre à la fois le CO2 et produire, pardon, en même temps qu'on produit ça, là, on va devoir, pour faire cette polymérisation-là, vous risquez de polymériser partiellement votre époxyde. Donc, vous allez avoir un matériau qui n'est pas un polycarbonate pur, c'est un polycarbonate avec des blocs polyéthylène oxyde. Donc, vous n'arrivez pas à faire un polymère, par exemple un polycarbonate ou un polyuréthane pur. Alors, donc, j'ai parlé tout à l'heure de ce procédé de fermentation gazeux. Ça, c'est un développement relativement récent, mais extrêmement intéressant. Cette compagnie-là, la compagnie principale dont il faut parler, c'est LanzaTech. Ici, LanzaTech, c'est une compagnie qui a été créée par 2 personnes en 2005. Et aujourd'hui, ils sont plus que 200 employés. Ils ont des usines installées. Eux font juste la conception d'usines à partir de leurs procédés. Et ils ont des usines partout sur la planète, après 15 ans, 17 ans. C'est remarquable. Et pourquoi? C'est parce que c'est le concept de faire, au lieu de faire la fermentation d'un sucre, vous pouvez utiliser pratiquement les mêmes micro-organismes ou légèrement différents, mais faire directement la fermentation gazeuse. C'est intéressant. Et alors, il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire. J'ai cité ici ces 3 compagnies-là. Et par exemple, les deux dernières, là, c'est juste des unités d'échelle démonstration, mais c'est intelligent parce qu'on fait la gasification de la biomasse et on obtient des mélanges comme contenant du CO2 et du CO. Et donc, on va faire utiliser la même fermentation pour faire du méthanol. Where's the energy coming from? L'énergie. Le sucre, c'est l'énergie qui donne pour la fermentation. Maintenant, il n'y a pas de CO2, c'est. C'est pas du CO2 pur, ce sont des mélanges. C'est des mélanges. Alors, par exemple, si vous prenez une usine de gasification, vous allez faire des mélanges contenant du CO2. Donc, ce n'est pas vraiment juste du CO2, mais ça marche. Et ça marche bien parce que vous avez des usines maintenant. Alors, donc, ça m'amène à parler d'éthanol. Vous vous rappelez que la source suivante après le CO2, c'est l'éthanol. Alors, ce que j'ai pris ici, c'est une slide transparente qui provient du chapitre 7 dans un livre que je recommande beaucoup et qui montre les utilisations possibles de l'éthanol. Et parmi ces utilisations, il y a plusieurs qui sont des utilisations très, très intéressantes pour notre production de monomères verts.
Alors, par exemple, on va y revenir tout à l'heure, éthanol, éthylène, ça c'est une déshydratation, c'est très très faisable, donc polyéthylène, mais à partir de l'éthylène, le chlorure de vinyle, l'oxyde d'éthylène pour faire les polyesters, vous avez aussi la possibilité, je vais en parler tout à l'heure, de faire du butadiène pour produire des élastomères. Donc, il y a, dans ce schéma-là, il y a beaucoup de réactions qui sont d'importance pour notre sujet. Alors maintenant, si on parle d'éthanol, bioéthanol en éthylène, la conversion, alors d'abord, important de comprendre que cette transformation-là va être très vraisemblablement cruciale dans l'avenir pour la production d'éthylène. La technologie est bien au point, on connaît, on sait faire depuis pratiquement les années 20. Et le seul problème, c'est le problème du coût. Pourquoi? Parce que si l'éthanol coûte plus cher que l'éthylène, personne ne va faire d'éthylène à partir de l'éthanol. D'accord? Donc, il faut comprendre les paramètres qui contrôlent cette relation de coût. Vous avez l'éthylène, le prix de l'éthylène est très directement corrélé au prix du brut. Donc, prédire ce que va être le coût du brut dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est la magie. Donc, on ne sait pas, mais peut-être que les conditions risquent d'être rencontrées quand ça va être à un moment dans l'histoire. Mais l'autre élément important de ce coût-là, c'est que l'éthanol, que ce soit par fermentation classique ou par fermentation gazeuse, comme j'ai montré tout à l'heure, il est produit en phase aqueuse. Et donc, vous devez distiller. Et la distillation, c'est une opération abominable du point de vue de l'économie d'énergie. Vous dépensez une énergie considérable. Et ce que ça fait, c'est que le prix de l'éthanol est toujours très élevé à cause de cette opération de distillation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que dans l'avenir, il va nous falloir produire l'éthanol par des moyens originaux qui vont éviter de le produire en phase aqueuse. Et ces moyens-là, on commence à en voir quelques-uns. On a parlé tout à l'heure de synthèse d'éthanol, soit par électrocatalyse à partir du CO2 ou par catalyse à partir du CO2 aussi. Donc, tout ça est porteur. Alors, si je voulais expliquer ce procédé-là particulier, parce que c'est un procédé dans lequel vous faites la déshydratation de l'éthanol en éthylène, encore une fois, hein, éthanol, éthylène, mais dans le même complexe industriel, vous faites aussi l'oxyde d'éthylène. Alors, l'oxyde d'éthylène, c'est une oxydation, donc vous générez de la chaleur. Et par une utilisation intelligente de la conception du procédé, vous pouvez récupérer cette chaleur-là et l'utiliser au moins partiellement pour la distillation. Et ça signifie que de cette façon-là, vous pouvez faire la production d'un monomère, parce que l'oxyde d'éthylène, c'est quand même un monomère important, et à partir de l'éthanol, en contournant cette histoire de coût lié à la distillation. Alors, il y a 2 compagnies d'engineering qui proposent ce procédé-là, et les 2 ont déjà des réalisations à différentes échelles. Alors, vous avez l'usine Croda aux États-Unis, Novomer, ça c'est en Turquie, il y a un projet de 200 kilotonnes par année. Et puis, vous avez une série de procédés, comme par hasard, en Chine et aux Indes. Et comme par hasard, ça utilise la technologie de l'Antlatec. Donc, on retrouve l'intérêt de cette fermentation en phase gazeuse. Alors, il y a quelques autres compagnies. Orlen, c'est une compagnie polonaise.
Alors, pour terminer avec l'éthanol, je voulais vous montrer ce diagramme qui provient aussi du fameux chapitre de Fabrizio Cavani dans cet excellent livre Striol Green Chemistry, qui montre l'évolution des catalyseurs pour faire la conversion de l'éthanol en butadiène. Alors, butadiène, évidemment, c'est nécessaire pour faire toute une série de polymères, dont le caoutchouc synthétique, mais aussi ABS là, pour les tuyaux, etc. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le catalyseur pour faire cette réaction-là existe depuis les années, je crois que c'est les années 30. Et c'était MgSiO2. Et ça, c'est le catalyseur de Lebedev. Et vous avez ici des séries d'améliorations qui ont été faites. Les carrés rouges, ce sont des gens qui ont ajouté à l'éthanol de l'acétaldéhyde pour accélérer la réaction. Bref, ça marche aussi. Mais ce que je veux montrer, c'est que les améliorations progressives nous amènent, vous voyez, ce tableau-là, ce sont des sélectivités en butadiène, ici, en fonction de la conversion de l'éthanol. Donc, pour une conversion de 100%, les catalyseurs récents permettent d'atteindre des sélectivités de 60-70%. Donc, on est rendu là. C'est faisable. On peut faire du butadiène avec l'éthanol. Donc, à nouveau, quand on aura débloqué la technologie de l'éthanol, voilà une voie supplémentaire par rapport à la voie de production de l'éthylène. OK, alors maintenant je change de sujet, je vais parler de choses qui sont d'intérêt dans mon laboratoire. On a travaillé beaucoup avec, et on travaille encore, avec des matériaux qu'on appelle les terpènes. Alors j'en montre ici, les terpènes, il y en a aussi terpènes et terpénoïdes, on parle de au-delà d'une centaine de composés chimiques, tous d'origine végétale. Donc, je montre ici les 3 ou les 4 qui sont les plus communs du point de vue de la production industrielle. Alors, ce limonène que vous voyez ici, lui, il a 2 doubles liaisons. Alors, à chaque fois, ce sont des oléfines cycliques. Le limonène est produit à l'échelle de 80 000 tonnes par année à partir d'écorce d'orange. Donc, c'est une partie de la production de jus d'orange qui permet de faire ce 90 000 tonnes. Les autres, ce sont aussi des oléfines cycliques, mais avec une seule double liaison. Et vous avez donc les 2 pinènes et une autre qui s'appelle la carène. Et ces 3-là sont présents dans les térébenthines, donc les produits de l'industrie papetière. Et donc, la térébenthine est en grande partie brûlée dans l'industrie du papier, alors qu'il y a des matériaux qui seraient recouvrables facilement. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces terpènes-là sont des dimères de l'isoprène. Alors, l'isoprène, vous avez tous entendu parler d'isoprène, le caoutchouc naturel, c'est un polyisoprène. La matière, la biosphère, les arbres, la biomasse génère des quantités phénoménales d'isoprène. Je crois que c'est 600 000 tonnes par année à l'échelle de la planète. Mais ce n'est pas récupérable parce que c'est volatile, donc les arbres l'émettent et ça passe à l'atmosphère. Par contre, ils savent probablement que ce ne sera jamais possible de récupérer cet isoprène-là. Mais par contre, vous avez déjà des gens qui se sont préoccupés. Cette compagnie-là, qui travaille avec Goodyear et qui est une filiale de International Flavor and Fragrance, a développé un procédé bactériologique pour fabriquer l'isoprène. Donc, à partir du moment où on est capable de faire industriellement l'isoprène,
tous les terpènes deviennent relativement faciles à produire. Alors, dans mon groupe, ici, on travaille actuellement, on a déjà aussi travaillé assez longtemps sur ça, mais actuellement, les travaux, il y a deux types de travaux sur l'époxydation des terpènes. Vous avez, je voyais Yacoub ici, lui est responsable du projet sur l'utilisation de l'oxone, et à la fois Malak, qui est dans la salle aussi, travaille sur l'époxydation par l'air, qui est beaucoup plus difficile à faire, et on a actuellement un catalyseur qui est du ruthénium sur du charbon activé, qui donne des résultats déjà, je dirais pas applicables, mais intéressants. Donc, une conversion de 35% et une sélectivité pour l'ensemble des époxydes de l'ordre de 60%. Mais ce qui est intéressant, alors d'abord, il faut que j'explique que ces projets-là sont supportés financièrement par la compagnie Soprema, et on a aujourd'hui avec nous un représentant de la compagnie qui est M. Éric Gagnon, présent. Et donc, ce sont des projets en cours. Alors, ce qui se passe, nous, c'est qu'on a, et ça c'est le travail de Yacoub, de faire d'utiliser d'abord l'oxone. Alors, l'oxone, ça paraît barbare, mais c'est un persulfate de potassium, et c'est produit commercialement comme oxydant pour traiter l'eau des piscines. Mais donc, c'est quelque chose qui se produit déjà à une certaine échelle. Je ne dirais pas que c'est très bon marché encore, mais dans le procédé, ce qui se passe, c'est que vous faites interagir ce persulfate-là avec une cétone, dans notre cas l'acétone, et c'est l'acétone qui se transforme dans cet agent-là qui est un dioxyrane. Donc, ce type de matériau-là, c'est un très bon agent oxydant. Et avec pour résultat que vous voyez, je vous ai dit, le limonène a deux doubles liaisons, donc on peut faire deux époxydes et un époxyde double. Et ce qui nous intéresse, c'est l'époxyde double. Le LDO, c'est le double époxyde. Eh bien, et ce n'est pas toujours facile. On a fait des essais avec différents systèmes, catalyseurs, agents d'oxydation, dans lesquels on n'arrivait pas ou très peu à faire de LDO. Donc ici, on arrive avec un rendement de 100% et à température ambiante. Et dans un système où je n'ai pas le temps d'expliquer ça en détail, et c'est un système où l'oxyde de limonène est produit déjà pratiquement pur, parce qu'on n'emploie pas d'autres solvants que l'eau. Et on a développé, ou du moins Yacoub a développé, quelque chose qui est très, très intéressant pour ça, c'est le tensioactif qu'il faut pour faire la microémulsion. Mais bref, ça, c'est des projets qui nous intéressent beaucoup. Alors, ce que je montre ici, c'est des utilisations de ces époxydes. Et on a eu un travail également subventionné avec l'aide de Soprema, un travail en collaboration avec un ami qui est Jérôme Clavry de l'Université de Sherbrooke. Lui, il a essayé de faire des résines époxy avec notre diépoxy de limonène. Et il a montré, alors ce qu'il faut que je précise là, sur ce transparent-là, c'est que le limonène lui-même, c'est un matériau chiral, donc il y a deux limonènes possibles, un cis et un trans. Je ne rentre pas dans les détails, mais maintenant, sur chacun des deux, on a deux positions possibles pour le couple des ponts époxydes. Donc, il y a 4 isomères. Il a montré qu'avec les époxydes qui proviennent, c'est embêtant ça, qui proviennent du limonène trans,
qui est celui qui est produit par les peaux d'orange. Dans les peaux de citron, c'est le 6, mais dans les peaux d'orange, c'est le 30. Alors, avec ce limonène-là, seulement les époxydes sur l'isomère trans donnent une très bonne résine époxy. Et dès qu'on a un des deux 6, ça marche moins bien. Alors, pour résoudre ce problème-là, toujours Yacoub a réussi à faire alors, c'est un procédé quand même, pardon, un procédé quand même existant. Vous avez ici, ça s'appelle Shea Epoxidation, et c'est la production d'une cétone chirale. Alors, si au lieu de l'acétone, vous prenez cette cétone-là, vous obtenez, par réaction avec l'oxone, un dioxyrane chiral aussi. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que, alors ça, je vous montre, parce qu'il faut dire que ce sont des travaux en cours. Donc, pour l'instant, on a un essai. On a fait un seul essai. Il n'y a pas juste un essai probant, mais c'est le seul qu'on a fait. Et dans des conditions où on avait, comme vous voyez, un excès d'oxone pour s'assurer qu'on avait. Donc, nous, dans cette manip-là, on avait une conversion en LDO qui est au-dessus de 99%. Eh bien, je vous montre ici le spectre RMN. Alors, le spectre d'en bas correspond à un LDO qui a été fabriqué en utilisant l'acétone comme catalyseur, et celui du haut en utilisant cette fameuse cétone chirale. Donc, les 4 pics que vous avez là correspondent aux 4 isomères du LDO, et voilà que quand on utilise l'acétone en question, paf, juste une. Alors, je vois qu'effectivement, le temps file. Salut. Et donc, je vous explique maintenant ce qui peut être fait à partir du carbonate cyclique. Alors, à partir de ces deux, si je prends le limonène, que je le remontre ici, vous avez donc la possibilité de faire soit un mono-époxy, on ne voit rien du tout, mais tant pis, soit un diépoxy, et donc soit un monocarbonate cyclique ou un dicarbonate cyclique. Les deux sont intéressants. Et je vous explique comment un de ces deux-là, c'est le polycarbonate que vous faites à partir du mono. Ce type de polycarbonate a été effectivement produit par ce groupe ici. Là. Ça, c'est le groupe d'un monsieur Mühlhaupt en Allemagne. Et ils ont, en examinant les propriétés du polymère, ils ont conçu le principe de verre qui pourrait être, ils ont appelé ça breathing glass, un verre qui respire. Un verre qui permettrait, alors pourquoi un verre? Parce que les polycarbonates, ça donne justement des matériaux vitreux. Le polycarbonate en question donc permettrait de faire échanger le CO2. Donc, quand vous avez beaucoup de CO2 à l'intérieur d'une maison ou d'une serre, vous pouvez le faire passer vers l'extérieur. Et si vous épuisez votre oxygène dans la maison, vous pouvez au contraire faire diffuser de l'oxygène vers l'intérieur. Alors, ça veut dire qu'on pourrait, à la limite, éviter d'utiliser des systèmes de ventilation qui sont extrêmement coûteux énergétiquement. Donc, un jour, tous les vitres de la planète ne vont pas être faites en verre, ils vont être faites à partir de ce type de matériaux ou de matériaux comparables. Alors, qu'est-ce que c'est les propriétés qui ont permis d'imaginer ça? C'est que ici, on compare les propriétés. Alors, ça, c'est le polylimonène carbonate. Ça, c'est un polycarbonate fait par les méthodes classiques qui utilisent le biphénol A. L'autre, c'est un polyméthylmétacrylate, qui est une autre façon de faire des matériaux vitreux. Et l'autre ici, bien, ce sont les verres habituels.
Du point de vue de la perméabilité des trois gaz dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le CO2, l'oxygène et la vapeur d'eau, vous voyez que ce polymère-là, par rapport au verre qui est totalement imperméable, mais par rapport aux autres polymères, il est extrêmement perméable à la vapeur d'eau, à l'oxygène et au CO2, beaucoup plus que tous les. Ça se fait, si vous regardez maintenant la transmittance ici, ça c'est la transmittance de l'énergie lumineuse. Donc ces verres-là fonctionnent, ils vont être aussi clairs que les vitres ici. Et il y a différentes choses qu'on peut regarder, mais on peut aussi regarder la conductivité thermique. Conductivité thermique, dans ce cas-là, 0,15 dans ces unités, comparé à 1,05. Ça va être 10 fois moins conducteur thermique. Donc, en plus d'avoir un verre qui respire, on va avoir un verre isolant. Pourquoi je montre ça? Parce que ça dit que dans la mesure où on va s'intéresser à faire des polymères nouveaux, et on va y être contraint par les obligations de la société, va nous contraindre à éviter les émissions de CO2. Mais dans ce processus-là, c'est probable qu'on va déboucher aussi sur des matériaux inattendus comme celui-là. Alors, je passe aux triglycérides. Les triglycérides, évidemment, il s'agit des huiles qu'on met dans notre salade tous les jours, donc des huiles végétales. Et ces triglycérides-là, ce sont, comme le nom l'indique, des esters d'un trialcool qu'on appelle le glycérol. Et ce sont des esters de différents acides, j'en ai représenté 3 ici, qu'on appelle des acides gras de façon générique. Hein? Donc, le procédé qui consiste à faire du biodiesel, c'est la transestérification du glycérol par le méthanol pour faire des esters méthyliques, les FAMES, ce que vous avez ici, qu'on appelle le FAME, c'est le biodiesel. Et quand vous faites du biodiesel, vous produisez aussi du glycérol. Alors, personne panique, c'est une représentation des réactions possibles avec le glycérol, une représentation partielle des réactions possibles, parce qu'il y en a d'autres encore. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que vous avez possibilité d'oxyder les fonctions alcool et faire, par exemple, des diacides, donc utilisables pour faire des polyesters. Vous pouvez faire de la réduction pour faire des dialcools au lieu du trialcool et donc avoir des monomères utilisables aussi pour les polyesters, mais vous avez toute une autre série de possibilités. Et je vais, alors par exemple ici, la réaction avec une cétone, et ça, on a étudié ça dans mon laboratoire. J'ai un doctorat qui s'est fait sur cette réaction-là, mais surtout, on a travaillé, est-ce que je vais retrouver ça? OK. On a travaillé sur la déshydratation pour initialement produire la glycérine. Alors, le professeur Patience, qui était là à l'instant, on a travaillé ensemble sur ça dans des projets financés par Arkema. Alors, je vous montre le brevet d'Arkema, le contenu du brevet d'Arkema. Vous allez reconnaître le nom de Grégory Patience ici à plusieurs endroits, associé au nom de Jean-Luc Dubois, Jean-Luc Dubois est le directeur scientifique d'Arkema. Eh bien, dans le procédé que Arkema n'utilise pas ce procédé encore, mais il est dans leur carton et éventuellement il pourrait être mis à l'échelle. Eh bien, dans un premier temps, le glycérol est déshydraté pour faire l'acroléine, donc une double liaison et une fonction aldéhyde. Donc ça, c'est l'acroléine. Et à partir de l'acroléine, par oxydation, on peut faire l'acide acrylique. Alors, l'acide acrylique, c'est 6 millions de tonnes, la production annuelle.
Donc, c'est un procédé qui est aujourd'hui possible. Hein. Donc, et nous, dans notre laboratoire, on a travaillé sur une autre réaction possible, utilisation possible de cette acroléine. Vous voyez, l'acroléine, c'est l'étape que j'ai montrée dans le slide précédent. En faisant une opération qu'on appelle de l'amoxydation. Et on a un doctorat qui s'est défendu où on a développé ce catalyseur, qui est un catalyseur très intéressant pour Arkema, parce que maintenant, on peut faire l'acrylonitrile. L'acrylonitrile, Arkema est le 3e producteur mondial et la production totale, c'est 5,7 millions de tonnes. Donc, vous voyez, on est arrivé à un état de développement du catalyseur qui est particulièrement intéressant parce qu'on est arrivé à à augmenter la sélectivité pour éliminer la production des produits gênants là, comme l'acide cyanhydrique et l'acétonitrile, qui sont des gaspillages et en plus polluants. Alors, maintenant, je passe à l'utilisation des triglycérides eux-mêmes. Alors, je ne vais pas montrer, mais il y a une quantité énorme d'utilisation déjà faite des triglycérides directement, par exemple dans le domaine des peintures. La production de peinture, ça utilise la polymérisation par les doubles liaisons sur les acides gras insaturés, comme j'ai montré tout à l'heure. Et on peut aussi fonctionnaliser ces doubles liaisons pour faire d'autres types de polymérisation. Donc ça, c'est quelque chose que je ne touche pas parce que c'est déjà une utilisation des triglycérides. Mais ce que je montre ici, c'est un exemple où, au lieu d'utiliser directement soit le triglycéride, soit l'acide gras ou un ester gras, on va transformer. Alors, on va transformer, par exemple, ici, vous voyez, le méthyloléate ou méthylrinoléate, ça, ce sont des esters méthyliques de l'acide oléique ou ricinolique. Sont deux matériaux très, très voisins. Donc, si, au lieu de faire réagir la double liaison par différents types, par exemple, d'oxydation, vous pouvez faire une réaction qui s'appelle la métathèse. Et la métathèse, ce que ça fait, c'est que ça échange les oléfines. Donc, par exemple, l'acrylonitrile. L'acrylonitrile, hein, le même dont on vient de parler tout à l'heure, l'acrylonitrile peut échanger la partie après le C9 ici de l'acide gras insaturé. Et ce que ça permet de faire, c'est que vous allez avoir donc l'acrylonitrile à la place et donc vous allez générer, c'est très gênant de ne pas avoir vous allez générer 7 intermédiaires directement. Et par hydrogénation, maintenant, on peut faire l'amine à la place du nitrile et vous allez faire directement le précurseur, où est-ce que c'est? Le précurseur du nylon 11. Alors, cette réaction-là est utilisée par Arkema pour fabriquer un nylon ou un polyamide qui est vendu sous le nom de Rilsan. Donc, cette réaction-là, c'est déjà là. Mais je montre des résultats de ce groupe. Le principal est un Japonais. Ils ont établi qu'on peut faire d'autres précurseurs, donc précurseurs du nylon 12 ou du nylon 13, par le même procédé. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps pour couvrir la lignine, les sucres, donc je vais passer rapidement. Sur la lignine, ici, je ne sais pas si Tatiana Stefanovic écoute en distance, mais
elle donne un cours qui serait sûrement plus important pour comprendre ce que c'est que la chimie de la lignine. Mais la lignine, c'est ce type de polymère naturel constitué de 3 types de constituants, hein, qui sont des phénols avec plus ou moins de méthoxy. Vous allez avoir ces groupes-là reliés par différents types de liaisons qui sont soit des liaisons carbone-oxygène, faire des éthers, soit des liaisons carbone-carbone. La possibilité, selon moi, d'arriver à faire des monomères verts directement à partir de la lignine ou des lignines, parce qu'il y a plusieurs sortes de lignines, ça va être extrêmement difficile à cause des problèmes de séparation. Et la seule possibilité, c'est un travail qui se fait dans mon groupe en ce moment avec la collaboration de Tatiana Stevanovic, où ce qu'on essaye de faire, c'est de désoxygéner globalement des produits de dépolymérisation. Donc, si vous désoxygénez ça, c'est clair que vous allez arriver à des monoaromatiques. Donc, on a un projet en cours là, où, parce que nous, on a développé un catalyseur pour faire la désoxygénation en général, l'hydrodésoxygénation. Alors, je vais donner juste un exemple qui est l'utilisation du seul composé qui est produit industriellement de façon isolée à partir de la lignine. Et ce composé-là, c'est la vanilline. La vanilline est produite par 7 compagnies norvégiennes. C'est à relativement petite échelle, c'est quelques milliers de tonnes, mais ça existe. Et c'est obtenu à partir des mélanges résultant de l'oxydation de la lignine ou d'une des lignines. Il faut que ce soit une lignine de bois doux, de bois dur plutôt. Donc, dans ces conditions-là, dans ces mélanges-là, vous arrivez à avoir entre 12 et 14% de vanilline. C'est pas beaucoup, mais à partir de ça, c'est possible de faire, je donne ici un exemple, il y en a plusieurs autres, de différents monomères qu'on peut générer à partir de la vanilline. Alors, si vous faites par exemple l'oxydation de la fonction aldéhyde, vous allez avoir l'acide vanillique, et lui, on peut par exemple le faire réagir avec l'oxyde d'éthylène pour faire un polyéthylène vanillate qui ressemble au polyéthylène terephthalate. Donc, c'est une chose possible. Ensuite, rapidement, conversion des sucres. Alors, ça, je vais vous montrer 2-3 transparents, mais en réalité, c'est un livre complet et ça ne suffit pas pour tout expliquer. Mais j'ai essayé de faire une vue d'ensemble de ce qui se fait à partir des sucres, en prenant l'exemple du glucose. Alors, on a vu déjà qu'à partir du glucose, évidemment, il y a différentes possibilités de faire de la fermentation, comme par exemple l'éthanol, mais l'acide lactique et le polyacide lactique, ils sont produits par fermentation aussi. Et puis, il y a une fermentation ici qui a été utilisée jusqu'à récemment pour faire des mélanges acétone, butadiène, éthylène, ABE. Ça, c'est une fermentation. C'est trop compliqué, ça ne se fait plus industriellement. Alors, sinon, le gros procédé, ça passe par la production de fructose, donc un isomère du glucose, et à partir du fructose, faire de la déshydratation par voie acide qui conduit à une molécule qu'on appelle hydroxyméthylfurfurane, très, très étudiée. Et si on continue dans la même voie, on peut réhydrater pour obtenir l'acide lévulinique. Donc ça, ce que je vous dis en 30 secondes,
il y a des livres entiers, il y a des revues, beaucoup. Et ici, j'ai cité, vous voyez, la revue que j'ai citée pour ça, c'est une revue de notre collègue Marie-Josée Dumont qui vient d'arriver dans notre département, qui est une spécialiste de ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce procédé-là est très, très connu. En passant par là, je vais vous donner juste un petit aperçu tout à l'heure, mais il y a d'autres méthodes importantes. Parce qu'à partir d'un sucre, on peut aussi faire de l'hydrogénolyse. Donc, vous avez un sucre en C6 ou en C5, vous allez le couper pour faire un C3, et ça va vous donner le glycérol. Vous vous rappelez le glycérol? On a parlé de ça tout à l'heure. Vous avez vu combien de choses qui sont possibles. Alors, je cite ici les classiques, le propylène glycol et l'éthylène glycol. Mais intermédiaire entre les deux, il y a un autre procédé spécialement intéressant qui est la production d'un alcool de sucre. Le sorbitol, c'est un alcool de sucre. Et à partir de là, on peut produire une molécule qu'on appelle l'isosorbide, qui est produite industriellement en France, à pas très grande échelle, mais quand même industrielle, et qui permet de faire des polycarbonates. On a un projet dans le groupe là-dessus, là, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer tout. Une autre possibilité, c'est de faire directement à partir du sorbitol. Le sorbitol, c'est un polyalcool, bien sûr. Si vous faites de la carbonatation du polyalcool, soit en déshydratant légèrement ou pas, vous pouvez arriver à faire des cyclocarbonates, des carbonates cycliques. SORB-BCC, c'est un produit qui a été publié dans Nature par un groupe français que j'ai cité ici. Mais bref. Alors, une dernière transparence sur les sucres. Vous avez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du fructose, vous arrivez à faire par hydrolyse acide le hydroxyméthylfurfural. Alors, qu'est-ce que c'est cette molécule-là? D'un côté, vous avez une fonction alcool, de l'autre côté, vous avez une fonction aldéhyde. Alors, vous pouvez, si vous oxydez les deux, vous allez faire un acide carboxylique, furane dicarboxylique acide, qui était utilisé, par exemple, pour faire un substitut au polyéthylène terephthalate, qui est le polyéthylène furanoate. Utiliser ce diacide-là au lieu de l'acide terephthalique. Maintenant, ces fonctions alcool ou aldéhyde, vous pouvez les transformer. Vous pouvez, par exemple, réduire la fonction aldéhyde, faire un dialcool. Donc, un dialcool, un diacide, vous pouvez faire un type de polyester que jamais personne n'a fait. Ici, avec cette molécule de hydroxyméthylfurfural, vous pouvez faire aussi un dialdéhyde en oxydant sélectivement la fonction alcool. Donc ça, c'est faisable aussi. Et ici, encore mieux, vous pouvez faire directement l'oxydation de la fonction aldéhyde. Et là, vous avez une molécule qui est à la fois alcool et acide. Et donc, vous pouvez faire un polyester directement juste avec celui-là. Donc, vous voyez les possibilités. Et la plus importante possibilité, c'est encore celle qui conduit à l'acide lévulinique. Ici, vous avez, où est-ce que ça se passe? À partir de HMF, vous pouvez faire, alors ça c'est un C6, vous pouvez faire un C5 et l'acide lévulinique, où vous avez une fonction acide et une fonction cétone. Et cette molécule-là est très, très intéressante pour faire toutes sortes de choses, par exemple l'acide succinique ou la GVL, l'acide gamma-valérolactone. Une autre chose intéressante, en faisant réagir avec le phénol, vous pouvez utiliser la fonction, est-ce que c'est ça? Utiliser cette fonction cétone-là pour faire ce qu'on appelle une addition de Knoevenagel. Donc, vous allez ajouter vous allez déshydrater en même temps et ajouter 2 phénols sur ce carbone-là. Et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un biphénol qui est aussi
un intermédiaire important, par exemple pour polyuréthane, polycarbonate. Bref, dernier développement, là je sens qu'on a dépassé l'heure, mais ce n'est pas particulièrement grave. Je voulais vous parler de certains polymères qui peuvent être générés de façon intracellulaire par différents micro-organismes. Alors, l'exemple le plus important, c'est les PHA, polyhydroxyalcanorate. Il y a 300 micro-organismes qui peuvent faire ce type de matériaux. Vous avez, au maximum, vous pouvez atteindre jusqu'à 90% du poids sec de la cellule. Donc, autrement dit, la cellule devient obèse avec ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en variant le radical R ici et le nombre de carbone là, vous pouvez avoir différents constituants. Et dans le matériau produit biologiquement, on n'a pas le contrôle sur la proportion de ces différents isomères. Donc, ce que je propose, je vais vous montrer encore une slide de 2, c'est de faire des réactions de synthèse, de dissociation de ces polymères-là pour régénérer le monomère et faire des polymères contrôlés, avoir exactement le polymère qu'on veut. Et donc ça, comme je dis, actuellement, il y a une quarantaine de producteurs de PHA, y compris au Québec. Il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Bosc, qui a un projet, je ne sais pas trop où ils en sont, mais ils ont un projet pour une usine de 200 000 tonnes par année. Bon, et puis, et très, très intéressant, c'est pourquoi c'est intéressant de parler de ça, mais c'est parce qu'il s'agit d'une petite compagnie anglaise qui s'appelle Verdant, qui a produit un micro-organisme qui fabrique un polymère qui s'appelle le polyhydroxypropionamide. Autrement dit, il fabrique un polyamide directement. Ce qui est remarquable, c'est que ce micro-organisme assimile non seulement le CO2 atmosphérique, mais aussi l'azote. Donc, vous pouvez, c'est quelque chose de fabuleux qui est pratiquement pas cité, je ne sais pas pourquoi. Cette compagnie a disparu des écrans, comme ça arrive souvent avec les petits spin-offs. Mais c'est très dommage pour les raisons que je vais vous montrer. Alors, je n'explique pas trop à partir des PHA tout ce qu'on peut faire, mais à partir de ce polypropionamide, là, si vous faites de l'hydrolyse acide, vous allez pouvoir fabriquer, reproduire le 3-hydroxypropylamide. Donc, vous avez ici votre monomère pour faire le polyamide que vous voulez. Mais vous pouvez aussi transformer ce matériau-là. Par exemple, par oxydation, vous allez pouvoir faire l'acide acrylique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 6 millions de tonnes. Qui serait possible à partir de l'utilisation de ce micro-organisme. Et d'autre façon, c'est si vous faites la déshydratation de cette molécule-là, vous obtenez l'acrylamide, également évident comme monomère intéressant. Si vous faites 2 déshydratations, au lieu de faire l'acrylamide, vous allez faire l'acrylonitrile, hein, que je vous ai montré tout à l'heure à partir du glycérol. Donc, vous voyez, quelque chose qui est dans les cartons, quelque chose qui est vraiment pas commercial, même si cette petite compagnie-là, ils ont essayé de faire une unité de démonstration, ils ont pris une application de brevet, mais le brevet n'est jamais venu, on ne le voit pas. Mais vous voyez comment est-ce que ça serait intéressant d'avoir, si on avait un micro-organisme qui va nous faire directement tout ce qu'on veut pour faire à la fois de l'acide acrylique, de l'acrylonitrile. Ce sont des procédés gigantesques. L'acrylonitrile, c'est à partir du propylène, mais c'est des usines pour faire
5,7 millions de tonnes, là, vous devez avoir des usines gigantesques et d'utilisation énorme de propylène. Alors, énorme, il faut voir à chaque fois relativiser par rapport à ce qu'on a besoin de réduire comme CO2, mais il reste que c'est des procédés de très, très grande échelle qu'on pourrait arriver à remplacer par ce genre de trucs-là, qui, au point de vue technique, c'est pas si compliqué que ça que de faire croître un micro-organisme. Hein. Donc, là, j'en viens enfin à ma conclusion. J'ai juste dépassé d'un quart d'heure. Mais dans les conclusions, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Donc, le concept de carbone renouvelable, c'est quelque chose avec quoi on doit réfléchir quotidiennement. Le besoin de catalyseurs originaux, c'est partout. Donc, c'est l'importance de ce domaine de développement de catalyseurs. Il y a quelques années, c'était devenu à la mode dans certains cercles industriels de considérer que la recherche, le développement de catalyseurs, que c'était une affaire du passé et qu'on n'avait plus rien à découvrir. Totalement faux, comme on peut voir quand on fait le genre d'analyse que j'ai faite aujourd'hui. Catalytic innovation draws on accumulated experience in industrial catalysis. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie dans l'université, même si le système ne nous permet pas toujours de l'oublier, mais qu'il y a des trésors d'expérience et de know-how dans l'industrie chimique. Et cette industrie-là est une industrie décriée. Si vous dites le mot chimique quelque part ou industrie chimique, déjà les cheveux se dressent sur la tête des journalistes. C'est honteux, parce que ce sont les expériences que ces industries-là ont déjà, qu'il va simplement falloir transformer, améliorer, collaborer. C'est pas en jetant à la poubelle les industries actuelles qu'on va progresser. C'est le contraire. Ce sont des choses importantes à comprendre. Et comment orienter, parce que toute cette recherche-développement, elle est critique, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui partout, dans tous les départements de chimie et de génie chimique. Vous avez des gens qui travaillent sur le CO2. Pourquoi Pourquoi? Parce que dans la société en général, c'est devenu un thème important, donc un financement relativement possible, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut changer nos façons de procéder. Vous voyez que si je veux travailler, par exemple, avec le polyamide que je viens de vous montrer, je ne peux pas le faire tout seul. Même si j'ai beaucoup d'expérience de la catalyse, il faut que j'ai au moins une concertation, un échange avec les gens de cette industrie-là. Et cet exemple-là, c'est un exemple que je donne, mais c'est général. Il faut qu'on apprenne à collaborer avec des gens. Engineering Process and Development, quand est-ce qu'à l'université, quelqu'un se préoccupe vraiment de ça? Je vous ai montré qu'il y a des procédés d'utilisation de l'éthylène qui deviennent possibles simplement parce qu'il y a des ingénieurs qui ont été capables de faire l'intégration intelligente entre des procédés. Donc ça, c'est important. Biochimie, microbiologie, life cycle analysis, tout ça, c'est des choses qui doivent se retrouver intégrées dans notre réflexion et dans nos choix d'orientation. Et finalement, ça c'est un autre aspect qui est important, c'est que quand vous voulez démarrer quelque chose qui n'est pas encore dans les papiers ou qui est un peu en dehors des sentiers battus, la première critique possible, c'est est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça? Et il faut que ces considérations-là se prennent avec des grains de sel, parce que les prédictions de profitabilité, on peut en faire aujourd'hui. Dans 5 ans, les paramètres seront différents et dans 10 ans, encore différents. Donc, il faut
se garder la latitude de penser à des procédés, même si la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous. Avec ça, je vous remercie tous pour votre attention.